Alors, Monsieur Dubrul, vous êtes invité par le Club Immobilier Marseille-Provence, ici dans le magnifique siège social de la Société Marseillaise de Crédit. Vous êtes le fondateur du groupe Accor. Quand on est à l'origine, c'est une question peut-être un peu naïve, de la création d'un empire comme celui d'Accor, est-ce qu'on risque pas un moment de se couper avec le sens des réalités ? Vous savez, on a commencé avec un hôtel, puis on a fait un deuxième, un troisième, donc les choses sont venues progressivement. C'est pas comme si vous arrivez d'un seul coup, par la grâce de je ne sais qui à la tête d'un empire, et là c'est peut-être plus difficile. Là on l'a construit progressivement, pierre par pierre, donc hôtel par hôtel plutôt. Alors c'est vrai qu'à un certain moment, on peut perdre un peu le sens des réalités. Je sais qu'avec Gérard Pélisson, on a par deux fois on a fait des bêtises parce que les affaires marchaient tellement bien qu'on avait une bonne trésorerie et on a fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire. En réalité, on faisait des choses plus intelligentes quand on n'avait pas d'argent que quand on en avait. Voilà la réponse peut-être à votre question. On ne décide pas de créer un empire, ça ne se décide pas. Non. Au début, on fait un hôtel, 2 hôtels, 3 hôtels, puis après on se dit peut-être que je vais en avoir 4, 5. L'idée quand même, au départ avec l'ouverture du premier, à l'inauguration, j'avais fait mon petit discours et j'avais dit c'est le premier hôtel d'une centaine de Novotel. Ah oui. Et la plus grande chaîne à l'époque faisait 7 hôtels en France, donc président de la Chambre de commerce de Lille qui présidait l'inauguration a dit ce jeune homme est bien ambitieux. Bon, avec un sourire en disant s'il en fait 3, ça sera déjà pas mal. Mais en fait, on n'en aurait pas fait plus de 4000 si on n'avait pas voulu au départ aller quand même assez loin. Il faut quand même avoir un plan, il faut avoir un projet. Vous avez 77 ans et sans vouloir être discourtois, est-ce qu'il n'est pas temps à un moment de prendre sa retraite ? Comment vous expliquez le fait qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise, les grands chefs d'entreprise, les grands hommes politiques ont du mal à arrêter, alors qu'aux États-Unis, en Allemagne, il y a un renouvellement de la classe économique ou politique beaucoup plus, beaucoup plus active, beaucoup plus vive ? Écoutez, ma femme vous entend avec intérêt, là, parce qu'elle n'arrête pas de me dire que je dois arrêter, ralentir, mais je lui dis que j'ai pris ma retraite à 72 ans. Et comme j'ai 77, ça fait déjà 5 ans que j'ai pris ma retraite. Mais vous êtes toujours un peu dans les affaires, non ? Ben oui, mais je pense que c'est autre chose. La question que vous posez, à savoir, quand vous dirigez une entreprise, il est un moment temps de passer la main, vous avez tout à fait raison. On n'a plus les mêmes réflexes, on n'a plus les mêmes énergies, on n'est pas aussi pointu dans les nouvelles technologies, etc., etc. Je crois qu'on a un bon recul, on peut être un bon mentor, un conseiller, on peut être un coach, mais il faut qu'on lâche le manche pour le laisser à quelqu'un de plus jeune. Vous avez choisi d'établir votre résidence fiscale en Suisse et vous n'en êtes pas caché. Et c'est assez étrange parce que d'habitude, les gens qui vont s'installer en Suisse le font en toute discrétion et vous avez assumé ça et vous avez même déclaré que vous économisiez 2 millions d'euros d'impôts en tant que... Alors, est-ce que c'est vrai ? Et en tant qu'ex-sénateur UMP, quand vous entendrez Nicolas Sarkozy dimanche dernier parler aux Français en disant « il faut serrer la ceinture, les temps sont durs, il faut que... » est-ce que vous vous sentez pas un peu coupable de vivre en Suisse et d'échapper à l'effort national ? Ou non, vous assumez complètement votre choix ? J'ai plusieurs réponses là-dessus. D'abord... je ne suis pas parti pour des raisons fiscales. Bien sûr, ça a joué, mais je ne suis pas parti pour cela. Je suis parti parce que je connaissais bien Genève, j'y ai vécu dans ma jeunesse, j'ai fait mes études, tout ça, c'était un endroit que j'aimais bien. Et puis, j'ai eu quand même quelques déceptions. J'ai perdu la mairie de Fontainebleau. De ce fait, je ne me suis pas représenté au Sénat. Le nouveau... président plus jeune qu'on a mis en place chez Accor, il nous a plutôt poussé dehors. Donc vous êtes allé bouder en Suisse ? Voilà, il y avait un peu de ça. J'ai dit, si c'est comme ça, je m'en vais. Bon, et je suis parti. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce chiffre que vous donnez, il poursuit parce qu'il est faux. Et en fait, si vous voulez, ce que j'ai dit à cette époque, mais ça ne pouvait pas pénétrer, puisque dans l'esprit
du journaliste, de l'économiste, du fiscaliste. Quand je dis je paye 2 millions d'impôts, on considère que je payais 2 millions d'impôts. Je paye toujours aujourd'hui 1,5 million d'impôts en France. Et je ne paye que 250 000 euros en Suisse. Donc vous n'êtes pas exonéré d'impôts en France. Je suis un très gros contribuable en France. Est-ce que l'histoire du Sofitel de New York, ce qu'on peut appeler un scandale, est-ce que ça fait de la publicité au Sofitel? Comme je l'ai pu le comprendre en disant qu'il paraît que la suite 2806 est très très demandée et que des gens viennent en pèlerinage au Sofitel de New York pour visiter un peu ce lieu qui a marqué l'histoire. Est-ce que c'est de la bonne pub ou est-ce qu'au final c'est embêtant pour la marque Sofitel? Ce qui est un peu vexant, c'est qu'avec ma femme, on était dans cette suite un mois avant et ça n'a pas fait de publicité du tout. Mais non, je crois qu'il y a un côté, négatif et un côté positif parce que aux États-Unis, Sofitel a quand même pas énormément d'hôtels et donc la notoriété était quand même relativement faible. Alors on a acquis une certaine notoriété qui n'était pas forcément ce qu'on aurait souhaité comme moyen. Comme bonne pub. Mais, vous savez, le vieux dicton, mieux vaut en dire du mal que de n'en point parler, et ben je crois que la réponse c'est plutôt positif. Très bien. Et alors, en cette année 2012, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? À part la santé. Ça m'a toujours fait rigoler quand on souhaitait bonne année, bonne santé. Ben maintenant, bonne santé, ça me plairait bien. Voilà.